Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un texte vraiment particulier, aussi court que dense. Il s'agit du Kybalion. C'est un ouvrage signé par un collectif assez mystérieux, les Trois Initiés, qui prétend nous donner en fait la quintessence de la philosophie hermétique. Oui, un texte qui a une aura vraiment spéciale. Il se présente un peu comme la clé de voûte des enseignements d'une figure quasi mythique, Hermès Trismégiste. Le maître des maîtres. Exactement, le maître des maîtres de l'Égypte ancienne, une sorte de source originelle pour énormément de traditions ésotériques. Absolument. Et la promesse du livre, elle est immense. On nous parle d'une maîtresse clé. Rien que ça. Une clé pour déverrouiller des doctrines secrètes et surtout pour réconcilier des concepts qui, à première vue, ont l'air de se contredire. Alors notre mission aujourd'hui, c'est de voir si cette fameuse clé, elle tourne vraiment dans la serrure. Pour bien comprendre, il faut voir qu'Hermès, c'est pas n'importe qui. Les textes le placent comme contemporain d'Abraham et le décrivent comme le grand soleil central de l'occultisme. Ah oui, quand même. L'idée, c'est que ces enseignements ont vraiment irrigué toutes les philosophies mystiques d'après, d'où le mot hermétique d'ailleurs. Qui vient de son nom, Hermès, dans le sens de scellé, de secret, quoi. Voilà. Ce secret, c'était une nécessité à l'époque. D'abord pour protéger l'enseignement, pour pas qu'il soit déformé en superstition, Et pour se protéger des persécutions, j'imagine. aussi, bien sûr. Du coup, la transmission, elle se faisait de la lèvre à l'oreille. En direct à des disciples choisis. C'est ça, Ce qui est fou, c'est que le Kybalion, au départ, c'était même pas un livre. C'était une collection de maximes, d'axiomes, transmis oralement. tout à fait. Et le texte place ça au cœur de ce qu'il nomme l'art de l'alchimie hermétique. Et là, bon, on a tous en tête l'image du vieux savant qui essaie de transformer le plomb en or. Et c'est justement la première idée reçue que le texte déconstruit. Cette image, en fait, c'est une allégorie, une simplification pour les non-initiés. Ah bon? Oui, la véritable transmutation hermétique, celle qui intéresse les initiés, elle est mentale. Un art mental. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux métaux alors. Pas du tout. Il s'agit de la transmutation des vibrations mentales, l'art de changer un état mental en un autre. D'accord. Transformer la peur en courage, par exemple. Voilà. La haine en amour, la tristesse en joie. Le texte est très clair là-dessus. La fameuse pierre philosophale, c'était juste un symbole pour cette philosophie. Le véritable or, c'est la maîtrise de son esprit. Exactement. Le plomb, ce sont nos états mentaux un peu grossiers, et l'or, c'est la conscience éveillée. D'accord, alors creusons ça. Toute cette alchimie de l'esprit, elle repose sur 7 grands principes. Le tout premier, la base de tout, c'est le principe de mentalisme. Et son axiome, il est aussi simple que déroutant. Le tout est esprit, l'univers est mental. Alors là, on est au cœur du réacteur. C'est le concept le plus fondamental. Il postule que tout ce qu'on expérimente, la matière, l'énergie, tout ça, ce n'est qu'une création mentale. Une création mentale de quoi? Ou de qui? D'une conscience infinie que le Kybalion appelle le tout. Donc, si je suis la logique, on serait tous un peu comme des pensées, des personnages dans l'esprit de cette conscience universelle, un peu comme dans un rêve. L'analogie du rêve est bonne, mais elle a ses limites. D'accord. Parce que même si on est dans l'esprit du tout, on n'est pas le tout. Et surtout, ce rêve a ses propres lois, des lois immuables. Des règles du jeu, en quelque sorte. C'est ça. Et comprendre ça, c'est la maîtresse clé. Parce que si l'univers est de nature mentale, alors la maîtrise des lois mentales permet d'influencer, à notre échelle, les conditions de cet univers. C'est ça que les anciens appelaient la magie. C'est l'essence même de la magie, oui. Ce qui nous amène logiquement au deuxième principe, celui de correspondance, qui explique un peu le comment. L'axiome est hyper connu, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Exactement. Ce principe, il affirme qu'il y a une harmonie, une analogie entre tous les plans d'existence. Le matériel, le mental, le spirituel. Oui, il fonctionne selon les mêmes schémas, mais à des échelles différentes. C'est ce qui permet de déduire l'inconnu à partir du connu. Le texte dit qu'en étudiant la monade, on peut commencer à comprendre l'archange. C'est un peu l'idée de l'hologramme. Chaque petit fragment contient l'image de l'ensemble. C'est une très bonne image. L'infiniment grand et l'infiniment petit se répondent. L'atome est un système solaire en miniature. Nos schémas psychologiques reflètent des archétypes universels. Et du coup, le monde n'est plus un chaos, mais un tout cohérent. Voilà.
Et ce tout cohérent, il n'est pas statique. Et ça, c'est le troisième principe, celui de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. C'est vrai que ça, aujourd'hui, avec la physique moderne, ça nous paraît presque évident. C'est assez fou, oui. La science a mis des siècles à confirmer ce que les hermétistes postulaient déjà. Ce principe explique que tout est en mouvement. La différence entre, disons, un caillou, une pensée ou l'esprit du tout, c'est juste une question de fréquence vibratoire. Une pensée d'amour n'a pas la même fréquence qu'une pensée de colère. Précisément. Le texte va même jusqu'à dire que l'esprit du tout vibre si vite qu'il nous paraît immobile. Comme une toupie qui tourne à fond. C'est ça. Et à l'autre extrême, la matière la plus dense qui vibre si lentement qu'elle semble inerte. Et le but de l'alchimiste mental, du coup, c'est d'élever ses propres vibrations? C'est exactement ça. Élever sa fréquence pour passer d'états de conscience bas, comme la peur, à des états plus hauts, comme la joie. Cette idée de vibration m'amène au quatrième principe, celui de la polarité. Le texte dit que tout est double et que les contraires sont de même nature. Ça, c'est contre-intuitif. Et pourtant, c'est un des principes les plus pratiques. Il explique que les opposés, en fait, ne sont que les deux extrêmes de la même chose. Comment ça? Le chaud et le froid, par exemple, ce ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux pôles de la même échelle, la température. Il n'y a pas de frontière nette entre les deux. C'est une question de degré. Voilà. Et donc, ce serait la même chose pour l'amour et la haine, le courage et la peur. Ce ne seraient pas des opposés, mais les deux bouts du même bâton. Exactement. Et c'est là que ça devient puissant. Puisque la haine et l'amour sont sur la même échelle, on peut, en théorie, faire glisser sa conscience le long de cette échelle. On change la polarité. On change la polarité, oui. On ne combat pas la haine, on la transmute en amour en changeant sa propre vibration mentale. Mais tout ça bouge en permanence, on ne reste pas figé. Et ça, c'est le cinquième principe, celui du rythme. Le balancement du pendule se manifeste dans tout. Oui, c'est le principe des cycles. Tout a un flux et un reflux, une avancée, une retraite. Les saisons, les empires, Nos humeurs. nos humeurs, tout à fait. On passe de l'euphorie au découragement. Et le Kybalion dit que c'est inutile de vouloir arrêter ce pendule. Alors on fait quoi? On subit. Non, l'hermétiste ne subit pas. Il utilise ce qu'il appelle la loi de neutralisation. C'est-à-dire, Il apprend à s'élever mentalement au-dessus du plan où le pendule se balance. Imaginez que vous êtes au point d'attache du pendule. ah oui, on voit le mouvement en dessous, mais on n'est plus emporté par lui. Voilà. On le reconnaît, on l'observe, mais on ne s'identifie plus à lui. C'est le principe de la pleine conscience, en fait. Une technique de résilience très concrète. Et en n'étant plus le jouet du balancier, on gagne en liberté d'action. Ce qui nous amène au sixième principe, cause et effet. Toute cause a son effet, le hasard n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. C'est le rejet total de l'idée de chance, oui. Pour l'hermétisme, le hasard, ça n'existe pas. Il n'y a que des chaînes de causalité qu'on ne voit pas. C'est ça. Et là, le texte fait une distinction forte entre la majorité des gens, qui sont des effets, et les maîtres, qui deviennent des causes. Être un effet, ça veut dire quoi? Être le produit des circonstances. Exactement. Être le jouet de son éducation, de l'opinion des autres, de ses pulsions. Être un pion sur l'échiquier. Et le maître, lui, Le maître, lui, il apprend à maîtriser ses humeurs, son caractère, ses pensées. Et en faisant ça, il devient lui-même une cause. Il ne subit plus la partie, il la joue. il initie des choses au lieu de juste réagir. C'est l'idée. On arrive au dernier principe, le septième, le principe de genre. Il y a un genre en toute chose. Le texte insiste beaucoup sur le fait que ça n'a rien à voir avec le sexe physique. C'est un point capital, oui. Il s'agit des deux pôles de la création, le masculin et le féminin, des principes universels. D'accord. Le principe masculin, c'est celui qui émet, qui projette, qui donne l'impulsion. L'idée et la volonté? Et le principe féminin, c'est celui qui reçoit, qui nourrit et qui accomplit le travail créatif pour manifester cette impulsion. Comme pour un projet. Il faut l'idée de départ, le pôle masculin, et ensuite la planification, le travail patient pour que ça devienne réel, le pôle féminin. C'est une excellente application. Toute création, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, naît de l'interaction de ces deux principes. Et en chacun de nous, ils sont présents. Ok, la vision d'ensemble est beaucoup plus claire. Mais tout ça, surtout le retour au premier principe, le mentalisme, ça soulève une question vertigineuse. Si l'univers est une création mentale, un rêve du tout, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on vit, nos joies, nos peines, le monde, ce n'est qu'une illusion? C'est l'objection logique, en effet. Et le Kybalion y répond avec un concept clé, le divin paradoxe. Le divin paradoxe. La réponse à votre question, c'est à la fois oui et non.
La vérité a deux faces. Alors voyons ces deux faces. Du point de vue absolu, celui du tout. Oui, l'univers est une illusion, un rêve. Comparé à la réalité infinie et éternelle du tout, notre monde n'a pas plus de substance. C'est la première face. Mais, et c'est la deuxième face, tout aussi importante de notre point de vue, nous, en tant qu'êtres finis, cet univers est absolument réel. Ces lois sont, je cite, des lois d'acier, Inflexible. inflexibles. Si vous niez la loi de la gravité et que vous sautez d'une falaise, vous ne flottez pas, vous vous écrasez. Donc ce serait de la folie d'agir comme si le monde n'était pas réel. C'est précisément ce que le texte appelle la demi-sagesse. Le demi-sage pense pouvoir ignorer les lois et il finit par se briser contre les écueils. Et le vrai maître alors? Le vrai maître ne nie pas les lois. Il apprend à les utiliser. L'image du texte est parfaite. On ne nie pas la gravité. On utilise l'aérodynamique pour la transcender et faire voler un avion. C'est utiliser la loi contre les lois, du supérieur contre l'inférieur. C'est ça. Et il y a une citation que j'adore dans le texte et qui résume tout ça. La transmutation, non pas une négation présomptueuse, est l'épée du maître. C'est toute la subtilité de la voie hermétique. Agir dans le monde en ayant conscience de sa nature mentale, mais en respectant scrupuleusement ses règles. Une sorte de danse entre l'absolu et le relatif. C'est une danse constante, oui. Si on fait le point, donc. Le Kybalion nous propose un modèle où tout est esprit, tout est mental. Cet univers est régi par 7 principes: correspondance, vibration, polarité, rythme, causalité et genre. Et la maîtrise de sa vie, ce n'est pas une fuite du monde, mais au contraire une compréhension profonde de ses lois pour s'élever, plan par plan. C'est la voie de l'initié, et elle nous ramène toujours à la source de tout, le tout lui-même. Et le Kybalion est très humble là-dessus. Il dit que la nature essentielle du tout est et restera à jamais inconnaissable pour notre esprit fini. On ne peut pas mettre l'océan dans une tasse. Voilà. Et cette reconnaissance de nos limites, ça ouvre la porte à la question ultime, la question que tout le monde se pose. Et c'est sur cette question qu'on va terminer. Une question qui, selon la légende, a été posée par les disciples les plus avancés à Hermès lui-même. La question est d'une simplicité désarmante. Pourquoi le tout a-t-il créé les univers? Il n'y a pas de question plus fondamentale, en effet. Et la tradition rapporte que la réponse d'Hermès fut un silence absolu. Il a pressé fortement ses lèvres l'une contre l'autre et n'a pas dit un mot. Alors le Kybalion nous laisse avec cette énigme. Est-ce que ce silence voulait dire qu'il n'y a pas de réponse pour nous? Ou est-ce que c'était l'ultime leçon, l'application d'un autre de ses axiomes? Les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison. Une invitation peut-être à trouver la réponse, non pas dans les mots, mais en soi-même.